Et après les autres saintes, quoi de mieux que de s'atteler sur les personnages n'étant pas des saintes et qui apparaissent tout le long de la série. Mio. Nous avons Mio qui fut renommée Mylène dans la version française. Elle était là pour donner un peu de romance entre les combats de Seiya lors du Galaxian Wars. On a tous cru en effet que Seiya et elle... Enfin, vous m'avez compris. Tiens, c'est un cadeau. Oh, merci beaucoup. On était tous très inquiets pour toi. Et tu sais, c'était elle la plus inquiète de nous tous. Oh. Mio pleure, prie pour Seiya. On a bien sûr 2-3 moments romantiques, notamment avant que Misty ne s'invite, mais... Tu raisonnes comme si tu partais en vacances. Ce que tu sais pas, c'est que tu peux être blessé ou bien te faire tuer. Mais on ne pourrait jamais rien faire si on s'inquiétait toujours. La scène où Seiya est sur le point d'aller au sanctuaire fait figure d'adieu pour le personnage de Mio, personnage qui pourrait ressembler de loin à Takane Kiku, la sœur de Ryuji, dans Ring Nikakero. Il est assez triste de la voir disparaître de l'intrigue. Il n'y aura pas de retour de ce personnage dans le manga ainsi que sur la série d'origine après le sanctuaire. Si ce n'est un petit caméo dans l'adaptation du Mekai, elle est souvent accompagnée de 3 jeunes orphelins fans de Seiya, à savoir Akira, Makoto et Tatsuya. Notons qu'elle apparaît quand même dans l'opening du Junikyu avec Kiki, bizarrement. Tatsumi, voilà un personnage plus important qu'il n'y paraît. Il fut l'intendant de Mitsumasa Kido. Il s'est occupé de ses nombreux enfants. Et il faut voir comment. Alors là, il faut vraiment faire le distinguo entre le Tatsumi du manga et celui de l'anime. Il est difficile d'avoir une once de sympathie dans le manga. Il s'est montré très cruel dans le manga et bien sûr, c'est Ikki qui fut sa première cible. On se souvient du passage où Shun tire par malchance son lieu d'entraînement. Tatsumi fait preuve de sadisme en indiquant les conditions insoutenables de la Death Queen Island. Une scène qui n'a jamais été adaptée dans l'anime montre Tatsumi indiquant fièrement que Shun va sur l'île d'Andromède, mais que malgré ce nom, cette île est très éprouvante, narguant ainsi Ikki de la manière la plus cruelle qui soit, alors que Shun est en train de partir. Ikki est sur le point de fuguer. Seiya et Shiryu tentent de le prévenir des barbelés électrifiés, une scène qui pourrait aider à comprendre mieux pourquoi Ikki mettait davantage de distance avec les autres enfants. Et Ikki fait allusion à cette scène dans le manga, lorsqu'il se retrouve seul contre les 4 bronzes. Quoi qu'il en soit, si Guilty a eu un rôle majeur dans la transformation d'Ikki, le rôle de Tatsumi n'est pas à prendre à la légère. Et Tatsumi ne pensait d'ailleurs pas qu'Ikki reviendrait de cette île. Notons que Tatsumi est incarné par Yukitoshi Ori, le frère de Hideyuki Ori qui incarne Ikki. Yukitoshi Ori excelle pour incarner les sadiques. Il l'avait largement prouvé dans Dragon Ball Z en incarnant successivement Dodoria puis numéro 19, 2 personnages qui affronteront Vegeta pour des morts quasi similaires. Dans l'anime, malgré les cruelles corrections de Tatsumi, le personnage apparaît comme plus respectable lors de la partie des Silver Saints, lorsqu'il révèle notamment que Saori est la réincarnation d'Athéna. A l'instar de Jabu, il apparaît sous un jour bien plus à son avantage lors de la bataille du sanctuaire, notamment lorsqu'il raconte le triste sort d'Aiolos. Ces interactions se feront de plus en plus rares, si ce n'est dans une scène des OAV de Junikyu où il tente d'empêcher Shun de partir sur le champ de bataille. Dans la série Omega, le personnage est beaucoup plus doux et avec l'âge, il n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait voir de lui au début.
Kiki, le disciple de Mu, qui n'a pas tant de fans que cela au final. Ses pouvoirs sont intéressants, il est capable de téléporter divers éléments comme la clause de Pégase, d'effectuer de la télékinésie, et il se lie d'amitié très vite à Shiryu puis à Seiya. どうしてわかるんだ。そんな気がするんだ。あら。せいや、俺が危機の勘にかけてみるぜ。こいつは摩訶不思議なパワーを持ったやつだからな。確かに人間離れしたやつだからな。Dans le manga, et lors de la bataille contre les Silver Saints, Kiki est davantage un faire-valoir à Mu. Dans l'anime, il est hébergé dans la Fondation Grade, et en découle une scène très hasardeuse d'ailleurs. Voyant que de jeunes spectateurs pourraient éventuellement se reconnaître en lui, enfin peut-être, Kiki est réquisitionné dans la bataille d'Asgard, et ce, pour donner la réplique à Freya. Dans Poséidon, son rôle est néanmoins crucial, puisqu'il transporte la clause de la balance de pilier en pilier. Shiryu reconnaît son courage d'ailleurs. La scène où il se fait rouer 2 coups par Isaac est assez violente, il faut bien le souligner, et inhabituelle, tant les enfants étaient presque épargnés dans l'œuvre, à l'exception des victimes d'Algol. Il est également vaincu très facilement par Tétis. キキ。何？こっちだよ。 Lors de l'arc d'Hadès, pour les besoins du scénario, il est mis en retrait jusqu'à ce qu'il réapparaît avec Seika et Marine. La série TV exploitera ce personnage puisqu'il devient logiquement le nouveau Gold Saint du Bélier, reprenant ainsi beaucoup d'attributs à Mu ainsi que sa sagesse. Notons que sur la version française, lorsqu'on a regardé un certain épisode pour la première fois, on pouvait lire le sous-titre Appendix qui apparaissait lors de son petit combat contre Tétis. Le mot provient de l'anglais signifiant annexe et indique que Kiki est un personnage secondaire. En garde, Minus. Minus, c'est vous alors? Vous êtes moitié femme, moitié poisson. Moi, je ne traite pas de pieuvre ou de morue pour autant. Yakov, un enfant se trouvant en Sibérie, il est très ami avec Yoga. Il est surtout vu au moment où le cristal saint est sous l'emprise de Saga. Dans le manga, on retiendra sa rapide apparition dans le Cygnus Utstai Story où il vient en aide à Yoga. Il ne sera plus revu par la suite. Gigas, un personnage exclusif à l'anime qui permet au staff d'installer de nouveaux personnages en attendant d'introduire les Silver Saints. Sa mission principale est de récupérer la clause du Sagittaire, mais en vain, il échouera continuellement et même en invoquant les Ghost Saints, une carte de dernier secours tant ces personnages sont très peu appréciés au sanctuaire. Notons qu'il souhaitait faire construire une pyramide de glace, et par des moyens esclavagistes qui pourraient rappeler de loin Okutonoken via Sozer et sa fameuse pyramide. Pour son barreau d'honneur, il fait intervenir l'Enetsu Sainte, un guerrier qu'il a lui-même sauvé, mais qui sera inefficace face à Ikki. Gigas disparaît de l'intrigue et personne ne sait ce qu'il est advenu de lui. Phaéton, le remplaçant de Gigas, un choix qui ne plaira pas à Shayna, car celle-ci était écoutée par Gigas, ce qui ne sera pas le cas avec Phaéton. Ce personnage met davantage en valeur la cruauté et la colère de Saga durant l'intrigue. C'est Phaéton qui envoie tous les Silver Saints. Hélas, la situation sera alarmante pour lui. Alors qu'il est totalement oublié peu après l'arrivée d'Aiolia au Japon, il réapparaît bien plus tard lorsque Marine vient en aide à Seiya. Phaéton connaîtrait l'existence de passages secrets pour se rendre vers le palais du Grand Pop. Honnêtement, je veux bien croire à l'existence de ces passages secrets, car bon, Cassius qui arrive devant la maison du lion sans ce type d'exploitation, eh ben ça ne colle pas. Bien que croire, au premier abord, Phaéton se débrouille bien en combat, puisqu'il parvient à blesser Shayna. Son sort est inconnu, puisqu'on ne sait pas ce que Marine a fait de ce personnage. 俺はただお前との大事な要件を済ます前に面倒なことはごめん被りたかっただけだ。 Oko, le rival de Shiryu par excellence dans l'anime, ayant vu sa famille se faire massacrer par des brigands, Oko est obstiné par la force et souhaite par tous les moyens acquérir un pouvoir lui permettant de prendre une solide revanche sur son passé. Pour son nom, Oko signifie roi tigre, alors que Doko lui signifie enfant tigre, un choix ironique des scénaristes, tant le vieux maître fait preuve de sagesse contrairement à Oko. Toutefois, on peut y voir
une étrange ressemblance entre Doko jeune et Oko. Masami Kurumada se serait-il aidé de ce personnage exclusif à l'anime? Ce qui est toutefois certain, c'est que l'auteur a également renommé un de ses personnages Oko dans son manga Silent Night Shu. On peut aussi peut-être supposer que Masami Kurumada aurait-il aidé à la création de ce personnage? Contrairement à ce que je pensais quand j'étais petit, Oko meurt à la toute fin du combat, un destin bien funeste que celui-ci. 天地一切必然にして偶然なしだ。これも全て定められたお前の運命なのだろう。 Mitsumasa Kido, voilà un personnage bien mystérieux que celui-ci. Évidemment, aujourd'hui, le personnage fait polémique de par les 100 enfants qu'il a conçus partout dans le monde, tout du moins dans le manga. Ce constat nous le fait très logiquement rapprocher auprès de Zeus, mais l'auteur ne s'est jamais orienté sur cette voie. Ou alors, il nous fait oublier ce personnage pour mieux le faire revenir dans Next Dimension, mais personnellement, j'en doute. この箱の中にこれからお前たちの行く場所を書いた紙が入っている。聞いて選ぶんだ。 Dans les faits, le père Ikido a été monstrueux d'envoyer ses 100 enfants pour y dénicher diverses clauses. Bon, déjà, il n'y a pas 100 clauses, mais 88. Et aucun Silver Start ne semble avoir été un de ses enfants en plus. Et 10 seulement sont revenus. C'était quand même un sacré carnage. Mais sans ça, oui, ce sont ces enfants qui ramènent la chevalerie sur le droit chemin. La passerelle entre lui et Aiolo s'est faite excellemment. Les circonstances de sa mort sont mystérieuses. Et celle-ci entraîne une large déception pour Seiya, qui devait revoir sa sœur par son intermédiaire. Dans le manga, Seiya apprend par Ikki qu'ils sont frères. À ce moment-là, le saint de Pégase a toutes les raisons du monde de détester son père. C'est ce qui se passe ça pour Ikki et ça a très bien marché. Shiryu et Shun auront des réactions plus mesurées, tandis que Yoga, lui, connaissait la vérité, étant un des rares enfants à connaître sa mère. Malgré des choix plus que discutables de la part du fondateur de la Fondation Grade, celui-ci aura permis indirectement de renverser Saga. La Fondation Grade a pu ainsi effectuer des recherches pointues sur les clauses et ainsi envoyer les enfants sur divers lieux d'entraînement. De par son rôle de père dans le manga, il est fatalement plus développé et en vient à se maudire, ce qui pourrait expliquer pourquoi il est si distant avec ses enfants. Bref, un personnage compliqué que Monsieur Kido. いいか沙織や。今のお前は何でも自分の自由になる。そういう意味ではあの子たちより恵まれているかもしれない。見てごらん。 On peut souligner qu'il est incarné par le très regretté Kuei Miyoshi. Si vous avez déjà vu Dragon Ball en VO, vous l'avez forcément entendu puisqu'il incarnait la voix de Kame Sennin. ジャンが世を再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたの作られたドラゴンボールがなければ、今の悟空やここにいる者たちの成長や出会いはなかった。すべては Une voix inoubliable et qui manque énormément. Alors Shunlai, l'orpheline qui a recueilli Doko, elle est immédiatement identifiée comme la petite amie de Shiryu. Et il s'agit du seul couple qui ne fait aucun doute chez les héros. Et cela se vérifiera dans Next Dimension. On peut souligner que ce personnage avait changé de voix lors des OAV de Junikyu pour une voix que je jugeais inadaptée, à savoir Eriko Sato, qui a remplacé Yumiko Shibata. シリの声が聞こえたような。シリュウなの？シリュウ？老師。おお、春麗か。お出かけってどちらにいらっしゃるのですか？シリュウ。シリュウ。まさか。Elle fut de nouveau remplacée dans les OAV d'Elysion via Eibando. Elle jouera un grand rôle lors du combat entre Shiryu versus Deathmask, combat où sa vie sera mise en jeu. Esmeralda, la défunte petite amie d'Ikki. Déjà, premier constat, si on change la couleur de ses cheveux, elle est le sosie de Shun.
Comme indiqué dans une ancienne vidéo, elle est la fille de Guilty dans l'anime, ce qui ne sera pas le cas dans le manga. Son temps de présence est relativement court, mais sa courte apparition dans l'esprit de Kasa ne passera pas inaperçue, car malgré l'avancement du manga et les quelques évolutions, Esmeralda restera à jamais la plus grande déchirure d'Ikki. Son nom est probablement une référence au roman de Victor Hugo via Notre-Dame de Paris. La Esmeralda est une très belle femme marginalisée, car Gitane, qui vient en aide à un autre marginalisé, Quasimodo. Les deux Esmeralda ont des personnalités relativement similaires et la relation Ikki-Esmeralda a des similitudes avec la relation Quasimodo-Esmeralda, d'ailleurs bien qu'ayant pas mal de différences également. Notons qu'une scène du manga qui est absente montre justement les origines d'Esmeralda. Hélène, et là c'est son vrai nom, c'est le prénom féminin grec par excellence. Il s'agit là de la fille qui a été prise en otage par les gardes du Grand Pop, désirant localiser Ikki. Son grand-père sera assassiné sauvagement. Hélène manque de peu d'être tuée à son tour par Shiva, mais s'accroche à la vie et redonne espoir à Ikki par la même occasion. Freya, celle de la série, pas du film, la sœur d'Hilda qui, à l'instar d'Eri dans le premier film, sera éprise de yoga. Scénaristiquement, les scénaristes ont créé principalement Freya pour mettre en avant les changements de personnalité d'Hilda. Par ailleurs, Freya fait figure de mise en garde sur les nouveaux God Warriors à intervenir, enfin surtout les derniers, permettant ainsi d'indiquer à Kiki à quel point ils sont redoutables, une manière de mettre la pression aux spectateurs. Eurydice, il s'agit de la compagne d'Orphée qui fut mordue par un serpent à l'instar de la célèbre histoire d'Orphée. Orphée s'est rendu en enfer pour elle et l'a ramenée au royaume des vivants. Hélas, si Hadès accepte de lui rendre Eurydice, Pandore et Pharaon lui joueront un mauvais tour et Eurydice sera pétrifiée. Dans le manga, peu après le départ d'Orphée, Seiya et Shun, elle indique le chemin à Canon et c'est tout. Dans l'anime, elle meurt peu après Pharaon, ce qui est un choix plus judicieux. Cependant, il est admis de penser qu'elle est probablement morte en même temps que la destruction de l'enfer suite à la mort d'Hadès. Pour Pandore, je vous renvoie à mes vidéos d'Elysion. Et enfin, Seika, qui arrive un peu par magie dans l'intrigue, surgissant derrière un buisson pour indiquer que c'était là la véritable sœur de Seiya, un retournement de situation qui a dû en surprendre plus d'un au Japon. Elle aurait perdu la mémoire peu après être arrivée en Grèce, suite à une mauvaise chute en tentant de retrouver son frère. On ignore comment Marine et Ikki sont parvenus à la retrouver. Notons que Seika devait apparaître dans le film du Tenkai, mais son apparition fut annulée en raison du fait que les OAV d'Elysion n'existaient pas encore à ce moment-là. Le scénario a voulu spoiler le moins possible le dénouement du manga. Voilà pour cette petite vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Il y a le cas de Freya dans le film et de Natasha dans le Cygnus Outside Story. Ces deux personnages créés quasi simultanément n'ont quasi pas grand chose à voir. Natasha est la sœur d'Alexer qui lui souhaitait conquérir d'autres pays plus ensoleillés. Dans un excès de folie, il tuera son père Piotr. Natasha souhaitera en finir à la vie, mais elle est sauvée à temps par Yoga. Ce drame freine considérablement les ambitions démesurées d'Alexer. On apprend également que la mère de Yoga se nommait Natasha, elle aussi. Tandis que dans le film, Freya n'apparaît jamais avec Yoga et se doute de quelque chose sur le complot qui se trame au royaume d'Asgard. Son frère Frey fera tout pour l'éloigner d'Asgard. Elle est spectatrice des ambitions de Derbal, mettant en valeur sa folie sur une scène clé. On peut bien sûr souligner les ressemblances physiques entre Frey et Alexer et Natasha et Freya. Les personnages ont été créés en même temps pour des développements très différents, si ce n'est que dans les deux cas, Freya et Natasha perdent toutes deux un membre de leur famille. Pour plus d'informations, voir ma vidéo sur le film Asgard.